Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Genèse et conception du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Chapitre 1. Marginalisation de l'Afrique durant les 20 dernières années du siècle précédent. En 2004, 19 pays africains ont connu un taux de croissance supérieur à 5%, alors qu'entre 1990 et 2003, à peine 5 avaient atteint ce résultat. Année exceptionnelle qui doit beaucoup à la croissance mondiale et à la hausse des prix des matières premières, et en particulier celle du pétrole. Début d'un décollage qui s'est fait tant attendre. Des chiffres encourageants certes, mais qui ne reflètent pas encore la situation de la majorité des pays africains, où la croissance reste insuffisante pour faire reculer même modestement la pauvreté. Surtout, des avancées fragiles, car l'on a connu dans le passé des pays ayant fait montre de brillants résultats et qui ont ensuite, pour de multiples causes, replongé dans le déclin voire le chaos. Des avancées qui ne renversent pas encore une tendance, globalement désastreuse pour le continent durant les 2 dernières décennies du XXe siècle. Durant cette période en effet, pratiquement chaque année a apporté son lot de désastres entraînant l'Afrique vers une véritable spirale de régression. Dans un environnement marqué par un foisonnement de conflits inter-États et interethniques, et une montée apparemment inexorable des atteintes et des maladies contagieuses, et alors que dans le même temps, de larges parties du monde sont passées de la pauvreté à un stade avancé de développement, on a assisté à la marginalisation du continent dans la production, le commerce, la société, les échanges culturels mondiaux. Marginalisation économique. La population de l'Afrique représentait 9,5% de la population mondiale en 1970 et 13% en 2000. Sur la même période, la part du continent dans le PIB mondial est passée de 3,5% à 2,3% et sa contribution au courant d'exportation de 5% à 2%. S'agissant de l'Afrique subsaharienne, plusieurs prévisions à long terme lui accordaient encore récemment un taux de croissance annuel moyen de la richesse par habitant de 1,5 à 1,8% sur les 30 premières années du XXIe siècle, contre 2% pour l'ensemble du monde. Sa part dans la production mondiale, qui n'est déjà plus que de 1%, tomberait dans ces conditions à 0,5%. Les quelques succès affichés par des États, souvent Petit Maurice, Namibie, Botswana et plus récemment Mozambique, ayant mené une bonne politique et où l'aide des pays riches a été judicieusement utilisée, pourront-ils, par effet de contagion, infirmer cette prévision pessimiste ? C'est l'enjeu des 10 prochaines années. L'évolution africaine comparée à celle d'autres régions pauvres de la planète est révélatrice. Alors que dans les années 60, le revenu par tête était en Afrique subsaharienne, supérieur à celui de l'Asie de l'Est, il lui est désormais plus de 2 fois inférieur. Les pays africains attiraient 5% des investissements directs internationaux en 1970, et moins de 1% en 2000. Ces investissements se sont d'ailleurs concentrés sur un petit nombre de pays. Angola, Nigeria et Afrique du Sud en recueillent 60%, et concernent presque exclusivement les productions de certaines matières premières, de sorte que la plupart des pays du continent restent à l'écart des retombées de la mondialisation, et en particulier des délocalisations des investissements industriels dans les pays émergents. La moitié de la population africaine dispose d'un revenu inférieur à 1 euro par jour. Si les tendances actuelles se poursuivent, ce nombre est supposé s'accroître de 100 millions d'unités d'ici 2015. Certes, la situation n'est pas identique partout. Le petit Botswana, le géant d'Afrique du Sud affiche un revenu par tête annuel supérieur à 3 000 $, mais 8 pays africains ont un revenu moyen annuel inférieur à 200 $ et peu dépassent 400 $. La proportion de la population disposant de moins d'$1 par jour de ressources est presque partout, en Afrique subsaharienne supérieure et quelquefois très supérieure à 20%. Même le riche Botswana en compte 23%, ce qui signifie que dans les États apparemment plus développés que la moyenne, le processus de croissance est profondément inégalitaire et que ces sociétés sont elles-mêmes traversées par la fracture nord-sud. De bons esprits diront qu'un euro à Bobo Dioulasso a un pouvoir d'achat bien supérieur à 1 euro à Bruxelles. Raisonnement séduisant pour certains, où l'on finit par démontrer qu'un hindou ne vit en fait pas tellement plus mal qu'un Français.
On constate d'ailleurs que par le miracle du calcul en parité de pouvoir d'achat, le PIB africain par habitant évalué avec cette méthode est plus de 3 fois supérieur au PIB en monnaie courante. Mais la vie moderne, et même la vie tout simplement, ne se résume pas à la disponibilité de produits de subsistance de base ou de petits services rendus au coin des rues. Il faut se loger, se vêtir, se soigner, acquérir les livres et le matériel scolaire. Par ailleurs, comment espérer une quelconque promotion sociale si l'on ne peut disposer de quelques biens manufacturés, et en particulier ceux qui permettent de véhiculer la communication et l'information? Or, les retards des populations africaines dans ces domaines n'ont cessé de s'accroître. Marginalisation sociale et culturelle. Près de 30 millions d'Africains sont aujourd'hui affectés par la pandémie du sida, soit 70% de la population mondiale concernée. L'espérance de vie ne se rapproche des standards de l'Occident qu'en Afrique du Nord. Dans 2 zones, Afrique de l'Est et Afrique australe, elle a diminué sur les 5 dernières années du siècle précédent de 47 à 46 ans dans la première, de 47 à 43 ans dans la seconde. Les 19 pays ayant l'indice de développement humain le plus bas sont tous en Afrique subsaharienne. 41% de la population âgée de plus de 15 ans est analphabète, 42 millions d'enfants de 6 à 11 ans, sur un total de 106 millions, ne sont pas scolarisés en Afrique subsaharienne, et ce chiffre est en augmentation. Dans le domaine culturel, les quelques brillants exemples de réalisations artistiques à mettre au crédit d'individualités ou de groupes africains ne peuvent masquer une réalité beaucoup plus sombre. D'après l'UNESCO, la consommation individuelle de papier dit culturel, journaux, papier d'imprimerie, en Afrique subsaharienne atteint à peine le 10e de la moyenne mondiale. Seulement 1,5% des titres de publication dans le monde provient d'Afrique. Enfin, le retard en matière d'accès à la communication et à l'information est également considérable. D'après l'OCDE, il y aurait 14 lignes de télécommunications pour 1000 habitants en Afrique pour une moyenne mondiale de 131, 170 postes de radio et 35 postes de télévision à comparer à des moyennes mondiales de 360 et 230. Le nombre de micro-ordinateurs ne serait que de 3 pour 1000 habitants, chiffre 15 fois inférieur à la moyenne mondiale. Des évolutions qui peuvent s'interrompre ou s'inverser avec le temps, rien ne paraît définitivement gagné. Aux chiffres, déjà déplorables en eux-mêmes, s'ajoute un constat particulièrement décourageant d'un continent où les tendances, relativement positives jusqu'au début des années 70, on observait alors un lent accroissement de la contribution de l'Afrique à la richesse mondiale, semble depuis s'être inversé. Entre 1965 et 1973, l'Afrique, avec un taux de croissance du PIB de 4% l'an, soit 1,5% par habitant, rattrapait lentement certes son retard. Cette tendance s'est ensuite inversée. L'année 2004, avec une croissance estimée à 5%, contraste avec le marasme de la plupart des 20 années précédentes, mais cela ne peut encore être considéré comme un rétablissement durable. Ce n'est pas un hasard si le recul a commencé dans les années 70, avec la multiplication des coups d'État et prises de pouvoir par des régimes de dictature. Entre 1980 et 1995, la croissance africaine était retombée à 2,4% l'an et sa richesse par habitant avait reculé. Les évolutions par pays montrent que des progrès indéniables peuvent être remis en cause, annihilés pour faire place à des situations de dramatique régression. Dans les années 60 et jusqu'au milieu des années 70, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, Botswana, Côte d'Ivoire, Gabon, Nigeria, Kenya, connaissaient des taux de croissance dignes de l'Asie. Aujourd'hui, à côté du cas du Botswana, de Maurice qui, depuis plusieurs années, et on l'espère définitivement, montre des progrès continus dans la voie de la bonne gestion macroéconomique, de la gouvernance et de la croissance, combien d'autres pays semblaient avoir décollé et se sont ensuite enfoncés. Le Nigeria, véritable phare de l'Afrique dans les années 60, non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans celui de la culture, de l'éducation, de la médecine, et que près de 30 ans de conflits, de dictatures militaires, ont conduit à une situation économique et sociale chaotique et meurtrière que le retour d'une démocratie hésitante parvient difficilement à améliorer. Le Cameroun où la période de prospérité relative et de progrès, en grande partie grâce aux ressources pétrolières, n'a duré que peu de temps.
Pour ne pas parler de la Côte d'Ivoire, longtemps orgueil de l'Afrique de l'Ouest et qui, bien avant le conflit interethnie du début du XXIe siècle, avait déjà régressé au point de devoir solliciter son éligibilité à la procédure d'allègement de la dette destinée aux pays pauvres et très endettés. Initiative du FMI dite PPTE confère infra. De multiples explications, toutes partiellement valables. Il n'est d'abord pas contestable que le continent africain a été victime de circonstances défavorables, qui lui sont extérieures. Une sensible diminution de l'aide des pays riches. L'érosion de l'aide publique au développement, APD, a été particulièrement spectaculaire chez les plus grands pays industrialisés. Comme on aura l'occasion de le développer plus avant, tout ce qui conditionne le développement de l'Afrique n'est pas une unique question d'argent, et le grand mérite de l'initiative du NEPAD est de le reconnaître implicitement. On ne peut toutefois s'empêcher de constater la simultanéité de 2 décennies particulièrement défavorables, les années 80 et 90, et de la phase de déclin de l'aide. Certaines études de la Banque mondiale montreraient en outre, dans plusieurs pays, et dans la mesure où l'environnement de gouvernance est bon, une relation positive entre un accroissement de l'aide, une réduction de la pauvreté, une augmentation du revenu national et des investissements de l'extérieur. L'aide provient des pays membres de l'OCDE, qui exposent et comparent leurs politiques au sein du Comité d'aide au développement (CAD), des organismes multilatéraux, enfin pour une faible part des pays arabes producteurs de pétrole. En montant, les flux nets en faveur de l'Afrique qui étaient passés de 1 milliard de dollars en 1969 à 32 milliards en 1991, étaient retombés à 18 milliards à la fin du siècle. Ce qu'il faut bien appeler un désintérêt à l'égard de l'Afrique, est attesté par le fait que les autres pays en développement n'ont pas subi la même réduction. La part des pays de la zone subsaharienne est ainsi passée de 36% à 31% entre 1990 et 2000. Cette diminution a été presque entièrement imputable aux pays membres du CAD, dont la part dans le total est passée de plus de 70% à 63%, tandis que celle des organismes multilatéraux augmentait de 21% à plus de 30%. Les pays membres du CAD qui consacraient au début des années 90 près de 0,5% de leur PIB à l'APD, au bénéfice de l'ensemble des pays en développement, ne versaient plus que 0,22% de leur richesse en 2000. Encore faut-il préciser que, dans cette enveloppe, figurent les allègements de dettes consentis par les créanciers publics dans le cadre de l'initiative PPTE, confère infra. On est très loin de l'objectif fixé par l'OCDE à ses membres, 0,70% du PIB pour l'aide à l'ensemble des pays en développement. Ce sont chez les grands pays que la diminution a été la plus importante, mouvement qui a accentué une situation où l'effort en faveur des pays pauvres apparaît inversement proportionnel à la richesse globale du pays donneur. Parmi les pays riches ayant consacré en moyenne dans la décennie 90 plus de 0,2% de leur PIB à l'APD en faveur de l'Afrique, on ne trouve en effet, à l'exception notable de la France, 0,28% du PIB que de petits pays, Norvège, Danemark, Suède. Ce pourcentage était, au début du XXIe siècle de 0,06 pour les États-Unis ou le Japon. 3 raisons peuvent être avancées pour expliquer cette régression. La fin de la guerre froide a conduit à un certain désengagement chez des grandes puissances qui avaient jusqu'alors lié une grande partie de leur aide à des conditions géopolitiques. Les orientations budgétaires prises par les pays industrialisés dans les années 90 sont une deuxième explication. La part dévolue à l'APD a fait d'autant plus les frais d'un mouvement général de limitation des dépenses publiques que s'est manifesté, dans les opinions publiques et par voie de conséquence dans les parlements, une certaine fatigue à l'égard d'une aide suspectée de ne bénéficier qu'à des gouvernements inefficaces et corrompus. Une troisième raison, qui pose un problème structurel d'envergure qu'il faut impérativement résoudre, est liée à l'insuffisante capacité administrative et économique de pays bénéficiaires, qui ne parviennent pas à mobiliser efficacement la totalité des lignes de crédit engagées par les bailleurs de fonds. La répartition par pays de l'APD a pu en outre, jusqu'à récemment, soulever des questions. On remarquait en effet des flux d'aide par habitant particulièrement importants en faveur de pays qui ne sont pas les plus pauvres. Guinée équatoriale,
Gabon, Botswana, Maurice, Namibie, entre 40 et 100 $ par habitant, alors que des pays parmi les plus démunis du continent, l'Éthiopie, le Tchad, recevaient moins de 20 $ par habitant. Cette tendance reflétait mais partiellement une réorientation de l'aide en fonction de critères davantage liés à la gouvernance du pays bénéficiaire. Une plus grande concentration en faveur des plus pauvres est toutefois observée ces dernières années. Le Nigeria, qui recevait moins de 35 $ par habitant en 2001, a bénéficié en 2002 de plus de 50 $. Les pays très peuplés, qui sont également pour la plupart parmi les plus pauvres, demeurent toutefois relativement défavorisés. L'efficacité de l'aide est par ailleurs souvent mise en doute. En dehors de critiques faciles et pas toujours justifiées, dénonçant des détournements ou des évaporations de fonds qui seraient dus à la corruption, ou tout simplement à l'incompétence, on peut estimer que dans bien des cas, l'efficience de l'aide souffre de l'absence d'objectifs clairs et en particulier d'une insuffisance de ciblage sur des domaines susceptibles d'exercer un effet de levier maximum. Une meilleure harmonisation des procédures suivies par les pays donateurs serait également souhaitable, ainsi qu'une recherche des meilleures pratiques en ce domaine. Idée de simple bon sens, dira-t-on, d'autant plus qu'il existe une instance appropriée pour ces exercices comparatifs, le Comité d'aide au développement, CAD, dans le cadre de l'OCDE, Conferinfra. Depuis quelques années, une partie de l'aide provient des allègements de dettes consentis aux pays pauvres et très endettés, PPTE, Conferinfra. Là encore, la critique est facile et il est tentant d'ignorer ce qui a été fait pour réclamer l'annulation pure et simple des dettes. Il est possible que l'on arrive à cette issue, qui n'aurait d'ailleurs pas tous les avantages qu'on lui prête. Mais la procédure PPTE a déjà abouti à des résultats substantiels en termes de réduction de la charge budgétaire de plusieurs pays. Les retombées en termes d'actions effectives et efficaces contre la pauvreté qui en sont normalement la contrepartie ne sont pas toujours très claires, mais se mettent en place de plus en plus fréquemment de véritables partenariats entre le ou les pays créanciers et le pays débiteur, partenariats dans lesquels la réduction de la dette n'est qu'un élément d'un plan plus ambitieux. Afrique, quelques repères années 2000 à 2002, 30 061 000 km de A, 812 000 000 habitants, 53 États. Source: OCDE. L'évolution du prix des produits de base. Plus que toute autre région du monde, l'Afrique dépend pour sa richesse et son commerce des produits de base primaires. Plus de 40 ans après la fin du processus d'indépendance, la plupart des économies africaines restent adossées, pour près de 90%, aux productions primaires. Le pétrole couvre plus de 50% des exportations, les produits agricoles, cacao, café-tabac environ 13% et des produits miniers divers, cuivre, or, diamant 6%. Aussi, les biens manufacturés, essentiellement les textiles et les vêtements, ne participent-ils qu'à hauteur de 25% aux ventes à l'étranger. Chez certains pays, Burkina Faso, Mali, Éthiopie, Nigeria, 3 et quelquefois moins de 3 produits de base couvrent plus des 3/4 des exportations. On le sait, les cours mondiaux des produits de base sont beaucoup plus volatiles que ceux des biens manufacturés. Sur les 20 dernières années, ces prix ont connu des évolutions contrastées. Le redressement des cours du pétrole des années récentes a porté ces derniers à des niveaux très supérieurs à ceux de 1983, après plus de 10 ans de prix très bas, procurant ainsi à certains pays des taux de croissance faramineux dont il n'est pas certain qu'ils profitent également à toutes les populations. Les cours du coton ont également connu un redressement récent, alors qu'ils se situaient encore en 1999 à 30% en dessous des niveaux d'il y a 20 ans. Les prix des autres principales matières premières sont aujourd'hui inférieurs à leur valeur d'il y a 20 ans, en dépit du redressement des dernières années dû à une nouvelle demande, venant essentiellement de pays asiatiques, Chine. Le prix du café arabica a bénéficié de cette reprise, celui du cacao dans une moindre mesure car sa consommation n'a pas encore percé en Asie. Dans l'ensemble donc, une situation en amélioration relative sur le court terme, mais avec toujours la menace d'une grande volatilité des prix. La dépendance des pays africains à l'égard des produits de base et l'évolution défavorable, jusqu'à une période récente, des prix de certains de ces derniers, ont incontestablement une part dans le recul de la participation de l'Afrique au commerce mondial. Constat à double facette.
On peut déplorer que le prix de ces produits soit à ce point instable et étudier des mécanismes susceptibles d'atténuer l'ampleur de ces mouvements. La France fait des propositions en ce sens. Mais par ailleurs, les faibles avancées des pays africains dans la voie de la diversification de leur production et de la vente de produits élaborés les maintiennent dans cette dépendance à risque. Les politiques commerciales des pays industrialisés vis-à-vis de l'Afrique ne contribuent d'ailleurs pas à favoriser cette diversification. Les modifications du climat et de l'environnement. Très dépendantes de l'agriculture, les économies africaines sont particulièrement sensibles aux aléas climatiques, d'autant plus que le réseau d'irrigation est très limité. Durant les dernières années, la raréfaction des pluies ou leur violence lorsqu'elles surviennent a accru les handicaps. La déforestation, voulue ou non, la désertification de nouveaux espaces, les invasions d'insectes entament le potentiel agricole du continent. Les obstacles aux exportations des produits africains vers les pays industrialisés. À première vue, ce handicap serait en voie de disparition, si l'on considère les nombreuses initiatives prises par les pays riches pour améliorer l'accès des produits africains à leur marché. Dans ce domaine, et en dépit des critiques fréquentes et virulentes dont elle est la cible et ce, non seulement de la part des pays africains, mais aussi également de certains de ses partenaires commerciaux industrialisés, l'Union européenne est sans contexte en tête dans les avancées consenties. Sans entrer dans le détail de processus qui feront l'objet de développements ultérieurs, confère chapitre 8, on citera en premier l'initiative dite « Tout sauf les armes », TSA, qui a donné un accès en franchise totale de droits de douane et de quotas aux productions non militaires provenant des pays les moins développés, pays les moins avancés, PMA selon la nomenclature du FMI. Cette disposition bénéficie à 34 des 54 pays africains. Les autres pays de l'Afrique subsaharienne bénéficient, au terme des accords de Cotonou, d'accès préférentiel au marché de l'Union européenne. Les autres grandes puissances restent, en dépit de récentes avancées, moins généreuses. De travaux récents de la Banque mondiale, il ressort que même avant l'initiative Tout sauf les armes, l'Union européenne accordait des conditions plus favorables aux pays les moins développés situés pour la plupart en Afrique que les États-Unis, le Japon, le Canada, confère Infra. Des avancées ont cependant été effectuées récemment par le Canada et le Japon, en faveur des pays pauvres. S'agissant des États-Unis, l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, peut sembler le pendant de Tout sauf les armes. Il en diffère cependant, à la fois par son esprit et sa portée pratique. Les États-Unis ont fixé une liste de pays africains éligibles à l'AGOA. Ces pays ont été sélectionnés en fonction de critères dont certains, développement du pluralisme politique et d'un État de droit, efforts pour combattre la corruption, peuvent se comprendre, mais dont d'autres paraissent plus directement liés aux intérêts américains, établissement d'une économie de marché, élimination des barrières vis-à-vis des produits et des investissements américains. Les pays éligibles peuvent bénéficier d'un accès hors droit de douane pour un grand nombre de produits, mais en ce qui concerne les produits textiles et d'habillement, ces derniers restent soumis à des quotas s'ils ne sont pas fabriqués à partir d'intrants provenant des États-Unis. Des règles complexes aboutissent en outre à favoriser les entreprises qui s'approvisionnent aux États-Unis plutôt qu'en Afrique. Enfin, une règle dont on ne peut se scandaliser, même si la vérification objective de son application peut ne pas être évidente, veut qu'un pays ne bénéficie définitivement de ces mesures préférentielles que lorsque l'administration américaine a déterminé que son système douanier est apte à empêcher les transbordements illégaux et l'utilisation de faux documents pour la vente de produits textiles et vestimentaires aux États-Unis. Incomplet, souvent d'application complexe, laissant ouvertes des questions telles que celles des barrières non tarifaires, allant quelquefois à l'encontre, du fait de la progressivité des droits, d'une diversification des industries africaines vers des productions à plus haute valeur ajoutée, les accords commerciaux n'en marquent pas moins une nouvelle approche des pays industrialisés pour traiter le problème des relations avec l'Afrique et une certaine volonté de sortir des réflexes traditionnels de protection systématique des productions nationales. Certains résultats sont d'ailleurs tangibles. L'ouverture américaine a donné aux exportations textiles de certains pays, Madagascar, un coup de fouet spectaculaire. Les importations européennes en provenance des PMA augmentent de 15% par an depuis 2001.
Les investissements privés ont augmenté dans plusieurs pays bénéficiant des accords préférentiels avec l'Europe. Mais ces avancées sont récentes, et il n'est pas niable que, dans le passé, les protections tarifaires des pays industrialisés ont été un handicap pour les exportations africaines. D'autant plus que sur un point, les positions évoluent encore peu et de ce fait, les Africains comme nombre d'analystes des problèmes de sous-développement ont tendance à en faire le problème central, dont le règlement ouvrirait, comme par miracle, la voie de la croissance et de la réduction de la pauvreté aux pays africains. Il s'agit des subventions accordées à leur production et exportations agricoles et textiles par les pays de l'OCDE. Des chiffres chocs sont avancés. Ces subventions représenteraient chaque année 450 milliards de dollars, soit presque 10 fois le montant de l'aide publique au développement. Évidemment, les chiffres ne sont pas comparables. Un euro d'APD n'a pas le même impact pour l'économie africaine qu'un euro d'aide aux agriculteurs européens ou américains. La politique agricole commune européenne, PAC, mais également les pratiques américaines qui portent sur des montants importants, même si elles sont quelquefois plus discrètes, n'en sont pas moins vigoureusement dénoncées. Limitation de l'accès aux marchés intérieurs des pays riches beaucoup plus efficace que les tarifs douaniers. Concurrence déloyale exercée par les producteurs du Nord sur les marchés africains eux-mêmes, telles sont les antiennes ressassées par les Africains à leurs partenaires. Comme on le verra plus avant, le problème, s'il n'est pas niable, a sans doute un impact moins désastreux que celui que certains lui attribuent, ou en tous les cas sa résolution n'aurait pas, au vu des études les plus sérieuses, les effets décisifs que beaucoup augurent. Mais il est un puissant facteur de ressentiment, et il tend à occulter tous les efforts des grands pays en faveur de l'Afrique, efforts qui se sont pourtant indéniablement amplifiés depuis le démarrage du NEPAD. Le fait que les pays du G8 n'aient visiblement pas une attitude unifiée sur la question, et utilisent quelquefois ce dossier comme machine de guerre au service de leur propre rivalité, ne contribue évidemment pas à dépassionner le débat. À Cancun, les pays africains avaient conditionné leur participation aux négociations sur les sujets inscrits à l'agenda, à l'obtention préalable de concessions significatives sur le dossier agricole, avec le succès que l'on sait. Les politiques d'ajustement structurel. Dans un contexte marqué, depuis plusieurs années, par des critiques de plus en plus vives à l'égard de l'action du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, il n'est guère étonnant de lui voir attribuer une responsabilité, que certains considèrent comme déterminante dans la dégradation de la situation africaine. Les critiques sont structurées par la mise en cause du libre-échange, considéré comme exerçant des effets asymétriques, d'autant plus bénéfiques que le pays est riche et d'autant plus calamiteux qu'il est pauvre, car le principe de la spécialisation internationale ne peut pas jouer positivement dans des économies croulant sous le poids de la dette et aux structures productives encore très imparfaites. Introduite dans les années 80, alors que nombre de pays en développement ont épuisé leurs possibilités d'emprunt auprès des banques, la facilité d'ajustement structurel, FAS, prévoit que des prêts peuvent être accordés pour 10 ans en contrepartie d'un programme d'ajustement structurel, PA, établi par le pays bénéficiaire. Ce programme concerne l'ensemble de l'organisation économique et sociale du pays bénéficiaire. Bien que ces programmes aient permis de sortir de nombreux pays de situations de crise financière désastreuses, il n'en fait pas moins l'objet de nombreuses attaques. Les ajustements budgétaires requis exerceraient des effets ravageurs dans de multiples domaines. Le dégraissage de la fonction publique provoquerait une paupérisation massive, étant donné l'imbrication étroite entre les populations des villes et des campagnes du fait des solidarités familiales. Les réductions dans les dépenses publiques affecteraient en outre en premier, dans bien des cas, les dépenses sociales de santé, d'éducation, c'est-à-dire les investissements les plus porteurs de développement. Les privatisations, sans encouragement significatif de l'esprit d'entreprise et sans contrôle des positions monopolistiques, conduiraient à la hausse des prix et à la disparition des petites et moyennes entreprises. Ainsi est dénoncée la myopie des institutions financières internationales, accusées de ne prêter attention qu'aux critères quantitatifs globaux, dépenses publiques, déficit budgétaire, accroissement de la masse monétaire, avec pour objectif central, sinon unique, le rétablissement de la capacité de financement du pays, c'est-à-dire son aptitude à équilibrer ses comptes extérieurs et à rembourser sa dette. Les critiques ne viennent d'ailleurs pas uniquement des pays en développement.
Sans même s'étendre sur les anathèmes lancés par un ancien haut responsable de la Banque mondiale, et qui frisent quelquefois l'imposture, des dirigeants du FMI ont pu s'interroger sur les effets réels des ajustements budgétaires exigés. La commission Melzer, mise en place par le Congrès américain, conclut qu'une part minoritaire des programmes aboutit à des résultats satisfaisants en termes de croissance, ce qui, pour des pays très pauvres, constitue sans doute un objectif plus stratégique que le rétablissement de la situation financière. Des études de la Banque mondiale ne trouvent d'ailleurs que peu de corrélation entre l'application des conditionnalités du FMI et une amélioration de la croissance, ainsi qu'une réduction significative de la pauvreté. Entre ce constat et le fait d'imputer au programme du FMI la responsabilité de la dégradation de la situation africaine des 20 dernières années, il y a cependant un pas. Les institutions internationales mettent au point un programme, tracent des directives. Ensuite, il y a l'application, les choix budgétaires du gouvernement, l'affectation in fine des fonds reçus. On peut sans doute reprocher à ces organismes de ne pas suivre suffisamment dans le détail la mise en œuvre de leurs prescriptions, et peut-être de croire que ce qui a bien marché en Corée pourra également bien marcher au Burkina, et cela bien que le renforcement des capacités de gestion des gouvernements soit une conditionnalité de leur action. Depuis plus de 10 ans d'ailleurs, le FMI a mis en place des procédures spécifiques de lutte contre la pauvreté et de protection des groupes sociaux les plus démunis contre l'impact de libération des prix. La facilité d'ajustement structurel est remplacée par la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance, FRPC. Cette facilité est subordonnée à la mise en œuvre par le pays bénéficiaire d'un programme de lutte contre la pauvreté, élaboré en concertation avec la société civile et les organismes internationaux, avec des objectifs à moyen terme précis, nombre d'habitants vivant avec moins d'$1 par jour, taux de scolarisation dans le primaire, taux d'accès à l'eau potable. Plusieurs pays africains sont bien engagés dans ces programmes et ont vu leur taux de croissance nettement augmenter durant la décennie 90, mais cela reste insuffisant pour enclencher un véritable décollage. La chute de l'investissement et de l'épargne. Le taux d'investissement des économies africaines, ratio de l'investissement public et privé sur le PIB, qui était de 26% au milieu des années 70, n'était plus que de 19,5% entre 1995 et 2000 et s'est ensuite redressé à 21% les premières années du XXIe siècle. Durant la même période, le taux de l'épargne interne rapporté au PIB décline de 22% à 21%. Mais ce chiffre est inférieur, de l'ordre de 17% en Afrique subsaharienne. La baisse du taux d'investissement à un niveau très en deçà de ce que la situation du continent africain exigerait. Un ratio compris entre 25% et 30% est plus proche de 30% en Afrique subsaharienne où seulement quelques pays réalisent ces performances, à sa contrepartie dans une désaffection de l'épargne interne et externe. À la réticence croissante des investisseurs étrangers, dont témoigne le recul de l'Afrique dans les flux d'investissements directs internationaux, se joint la fuite de l'épargne interne, bien ou mal acquise, à la recherche de placements jugés plus sûrs ou plus discrets. Ainsi, durant les années 80 et les années 90, environ 6 pays ont connu une croissance supérieure à 5% l'an, taux jugé minimum pour enclencher un recul significatif de la pauvreté compte tenu de l'augmentation démographique. Dans les années 70, 25 pays enregistraient une telle croissance, avec pour certains des taux comparables à ceux des plus dynamiques des pays asiatiques. La situation s'est récemment améliorée puisqu'en 2003, une douzaine de pays d'Afrique subsaharienne auraient connu une croissance supérieure à 5%, en partie d'ailleurs grâce à la flambée des cours du pétrole, et une quinzaine en 2004. Pour les taux de croissance intermédiaires, entre 3 et 5%, l'on constate une amélioration récente. 19 pays à peine étaient dans cette tranche entre 1980 et 1989, une trentaine entre 1990 et 2000. Mais ces progressions sont insuffisantes pour réduire significativement la pauvreté puisque durant cette même période, l'accroissement démographique est proche de 3%. Par ailleurs, plusieurs pays ont connu une croissance négative durant les années 90. En 2004, 10 pays africains avaient une croissance inférieure à 2% et 3 une croissance négative. La plupart des grands pays du continent, Afrique du Sud, Nigeria, Maroc, Égypte,
reste sur une tendance de croissance encore modérée, voire faible, en dépit des coups d'accélération que la forte hausse du prix du pétrole a pu donner ces dernières années au Nigeria, confère Infra chapitre 6. Alors, quelle est donc la cause déterminante de cette durable et funeste anémie ? On l'a vu, l'Afrique n'a guère été aidée par des facteurs externes. Mais ces facteurs expliquent-ils la chute de l'investissement et surtout le désintérêt massif des investisseurs étrangers ? C'est que des avancées réelles dans de nombreux pays, en termes de gestion macroéconomique, sont largement occultées par la perception croissante d'un facteur risque dissuasif qui affecte l'ensemble du continent. La montée du facteur risque décourage l'investissement. Risqué à cause des conflits inter-États et internes, risqué à cause du sentiment d'une insupportable détérioration de la gouvernance. Telles sont résumées les appréciations portées sur l'investissement en Afrique, par la communauté internationale des entreprises, des investisseurs, des institutions financières, des épargnants. En fait, il n'est guère évident que les choses aient sensiblement empiré dans ces deux domaines par rapport aux années 70, décennie des dictatures montantes, corrompues et incompétentes, et il est clair que durant ces dernières années, on a pu constater d'indiscutables progrès. On peut donc se demander pourquoi de telles situations sont désormais considérées comme totalement incompatibles avec le développement de l'investissement. Mais c'est un fait qu'on ne saurait ignorer, et dont la démarche africaine à l'origine du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, a le mérite de tenir compte. Les conflits. L'Afrique a beaucoup de chemin à faire car je crains qu'elle soit plongée dans une guerre civile permanente, qui durera peut-être plusieurs siècles. Tous les pays africains vont se battre entre eux car les frontières sont complètement arbitraires. Le colonisateur les a figées, mais une fois qu'il a disparu, les réalités ethniques reprennent le dessus. En énonçant ces propos pessimistes, alors même qu'il accédait à la revendication d'indépendance immédiate de toutes les colonies françaises d'Afrique, le général de Gaulle n'imaginait peut-être pas à quel point l'histoire lui donnerait une fois de plus raison. Seule nuance à apporter à sa prescience, l'ethnicité n'a pas été la seule source de conflits. Sur les quelques 30 conflits majeurs que l'Organisation de l'Unité africaine a répertoriés depuis sa création, en 1963, jusqu'à la fin du siècle, les spécialistes ont identifié plusieurs origines de troubles. Les querelles de frontières qui apparurent très rapidement après la décolonisation, les conflits de pouvoir politique, les déstabilisations organisées, souvent pour le contrôle de richesses minières et utilisant des mercenaires, les affrontements ethniques bien sûr. Nombre de ces conflits devaient être attisés, prolongés par des facteurs géopolitiques impliquant les grandes puissances, en particulier la rivalité Est-Ouest, les deux blocs externalisant en Afrique les théâtres d'une rivalité ne pouvant s'exprimer dans des conflits directs. Il y a eu, on le verra, de réelles avancées récentes et la démarche du NEPAD et surtout son esprit, n'y ont pas été étrangers. Une Union africaine volontariste a succédé à l'éthérée organisation de l'Unité africaine. Mais aucune région du continent n'est encore aujourd'hui à l'abri de conflits. Au nord, le pouvoir marocain est toujours opposé au Front Polisario, soutenu par l'Algérie. En Algérie, la paix civile n'est pas encore véritablement revenue. Le Soudan a connu une guerre civile nord-sud particulièrement meurtrière. En signant les accords de Genève, le gouvernement soudanais, musulman, a fait un pas d'ailleurs contraint, mais d'autres embrasements. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.